D'abord, bienvenue à la maison de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes. Avant de rentrer dans le détail, effectivement, de qu'est-ce que c'est qu'un trouble anormal de voisinage, comment on fait pour en obtenir une réparation, ou comment on fait pour se défendre quand on est effectivement attaqué par son voisin, on va d'abord effectivement se permettre de définir les termes, parce que trouble anormal, déjà un trouble c'est quelque chose qui n'est pas normal, alors un trouble anormal, imaginez ce que c'est. Trouble anormal de voisinage. Donc je vais prendre la peine effectivement, et Mathieu va pouvoir passer le slide, on va s'interroger tout d'abord sur les notions. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un voisin? Qu'est-ce que c'est qu'un voisin? Alors, le voisin peut effectivement s'entendre, je vais prendre deux grands domaines. Tout d'abord, effectivement, il y a le voisin de cohabitation, le voisin du dessous, le voisin du dessus. Bref, la copropriété, vous l'avez comprise. Donc ça, c'est la première catégorie de voisinage qui peut être source d'un trouble anormal de voisinage. Donc typiquement, l'habitation verticale. Bien. Et puis, donc, à l'intérieur de cette habitation verticale, mon confrère vous expliquera tout à l'heure qu'on a déjà des règles à respecter. La copropriété, le règlement de copro, etc. Il y reviendra. Il y a un autre type de voisin auquel on peut être confronté, c'est le voisinage foncier. La parcelle d'à côté ou d'un petit peu plus loin. Le voisinage foncier. Donc ça peut être dans un lotissement. Ça peut être tout simplement, effectivement, le voisin qui habite à 500 mètres. Il n'y a pas de délimitation très précise d'où s'arrête le voisinage. C'est pas forcément le voisin juste à côté de vous qui va avoir une activité qui va vous embêter. Ça peut être un voisin beaucoup plus loin. Mais son activité va pouvoir effectivement venir vous causer un trouble anormal de voisinage. Donc effectivement, et puis vous avez la notion de voisinage dans un sens encore plus large qui touche à la notion d'environnement. Votre environnement, une usine, une installation classée peut effectivement être source pour vous d'un trouble de voisinage. Et d'ailleurs là, on dérive sur un autre droit qui est le droit de l'environnement. Donc nous, on va surtout s'en tenir au voisinage de cohabitation, effectivement, et au voisinage foncier. Habiter en société, ça veut dire qu'on doit se supporter les uns les autres. Ah bah oui, le bébé d'à côté, le bébé du dessus, il pleure. Oui, effectivement, parfois, j'entends madame avec ses talons sur le carrelage du dessus. Oui, mon voisin met sa tondeuse à 10h le matin, le dimanche. Mais est-ce que ça constitue un trouble anormal de voisinage ? Quand on vit avec des voisins, il faut se supporter. Il faut supporter les troubles normaux de voisinage. Et là, on touche au cœur de notre problématique. Quand est-ce qu'on va basculer de la normalité à la normalité? Et c'est toute la difficulté de nos dossiers qui est, on comprend bien, vous êtes gêné, on comprend bien que vous ne supportez plus votre voisin. Mais est-ce que pour autant, vous subissez un trouble anormal de voisinage? Un trouble anormal, ça n'est pas un événement unique que vous subissez une fois dans l'année. Il y a une récurrence qui fait qu'on va effectivement basculer dans l'anormalité. Et c'est là, effectivement, on va dire, attendez, une fois ça passe, mais tous les dimanches, ça ne va pas être possible. Donc là, effectivement, cette notion d'intensité, de répétitivité qui dure dans le temps est effectivement un critère qui va être pris en compte pour juger est-ce qu'on est face à un trouble normal ou à un trouble anormal. Mais ça n'est pas tout, parce que vous pouvez estimer subir un trouble, mais est-ce que vous subissez vraiment un préjudice? Votre voisin construit sans permis. Il ne s'est pas embêté, hein, il a carrément fait l'impasse, il a posé des Velux, il a monté un mur, il a construit son garage, pas d'autorisation d'urbanisme. C'est bien que ce n'est pas normal. Mais est-ce que vous subissez un préjudice? Pas évident du tout. Votre voisin ne respecte pas, et mon confrère en parlera, quelques règles de vue. Il n'a pas implanté ses arbres à la bonne distance. Mais est-ce que vous subissez un préjudice? Ça ne vous plaît pas, on est d'accord. Et ce qu'il a fait n'est pas bien, on est d'accord. Mais est-ce que ça suffit à caractériser un préjudice? Donc vous voyez, il faut, pour qu'on soit vraiment dans la notion de trouble anormal de voisinage, que vous soyez confronté, que vous soyez exposé à un événement récurrent, répétitif, intense, qui dépasse le seuil de ce qu'on doit supporter entre voisins. Et ce trouble se caractérise par ce qu'on appelle effectivement un
préjudice dont vous devrez rapporter la preuve. C'est vous, si vous êtes plaignant, qui devrez rapporter la preuve qu'effectivement vous subissez ce préjudice. Et il est effectivement beaucoup plus simple de se fonder sur la violation d'une règle stricto sensu que de démontrer que les critères que mon confrère vient d'énoncer permettant de retenir le trouble anormal de voisinage sont réunis. Vous le savez si vous vivez en copropriété, la loi de 1965 sur le régime des copropriétés a prévu toute une série de règles qui sont destinées à assurer la cohabitation la plus harmonieuse possible des copropriétaires. En matière d'utilisation des parties communes, le Code de l'urbanisme a prévu lui aussi un certain nombre de règles pour ceux qui habitent notamment en maison individuelle. Vous en connaissez certaines qui découlent du plan local d'urbanisme, qui prévoit certaines zones comme étant constructibles, d'autres non. Certaines ont des statuts très spécifiques et tout cela constitue des règles qui brident le propriétaire dans la libre disposition de son bien. Le code pénal, de la même manière, a aussi prévu un certain nombre de règles. Beaucoup ici, j'imagine, en connaissent certaines, et au moins celle qui est fréquemment citée, à savoir le tapage nocturne, qui est prohibé purement et simplement par le code pénal. C'est une disposition spécifique qui interdit d'émettre un certain nombre de décibels, on va dire, pour parler extrêmement technique, au-delà d'une certaine heure, indépendamment même du trouble que vous pouvez causer à vos voisins. Toute une série de règles dont la violation peut éventuellement constituer l'un des éléments constitutifs du trouble anormal de voisinage, mais pas nécessairement. Et il est très important de souligner, par exemple, qu'en matière de permis de construire, le seul fait de ne pas avoir respecté l'autorisation de permis de construire telle qu'elle a été délivrée ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un trouble de voisinage ? Alors, il y a une notion qui est très très importante. Il faut contextualiser. Un bruit en ville, c'est pas un bruit en campagne. Je ne vais pas vous refaire le coup du coq qui chante, mais vous avez à peu près compris le message. Mais n'empêche que c'est un exemple. Si vous allez vous installer, prenons la zone industrielle de Carquefou, il y a des habitations à côté. Si vous allez en toute connaissance de cause habiter proche d'une zone industrielle, vous serez à tout le moins malvenu de venir vous plaindre d'un trouble anormal de voisinage lié au passage des camions. Il y a des choses qui sont acceptables en zone urbaine, dense, qui sont inacceptables en zone rurale. On n'acceptera pas la même chose proche d'une zone agricole ou d'une zone industrielle. Donc effectivement, il y a, pour reprendre un jargon de notre métier, le juge va apprécier in concreto. C'est pas parce que vous êtes deux à vivre le même événement, l'un à la campagne, l'autre à la ville, que vous serez tous les deux fondés à vous plaindre d'un trouble anormal de voisinage. Donc il va falloir qu'on tienne lieu des circonstances de temps et des circonstances de lieu pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Les troubles de voisinage que l'on est effectivement supposé souvent rencontrer, vous avez les bruits, les animaux, les activités, les installations, tous ceux qui sont liés au comportement de notre voisin, vous le savez bien. Et puis vous avez des troubles qui sont liés aux travaux qui vont être engagés par le voisin, qui vont, je me répète, vous entraîner une perte de vue, une perte d'ensoleillement ou une activité qui va venir s'implanter à côté de chez vous. Vous allez avoir un bar avec une belle terrasse, des fumeurs qui sortent jusqu'à 2h du matin pour fumer. Vous voyez à peu près le décor. Oui, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. À partir de quand, effectivement, va-t-il pouvoir y avoir un trouble anormal de voisinage? Alors, souvent, les gens ont le réflexe de dire « Ah, mais là, ce qu'il fait, c'est pas bien. » Donc, en clair, est-ce qu'il a violé une règle de droit? On s'en fiche. On s'en fiche parce que quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est que l'action en trouble anormal de voisinage, qui est une action qui est née effectivement de la jurisprudence, est une responsabilité sans faute. On n'a pas besoin de rapporter la preuve que le voisin a commis une faute. C'est totalement indifférent
au débat. J'ai pas besoin de rapporter la preuve qu'il a violé le règlement de copropriété. J'ai pas besoin de rapporter la preuve, je peux. Mais si je reste sur le fondement de l'action en trouble anormal de voisinage, j'ai pas besoin de rapporter la preuve qu'il a violé le cahier des charges du lotissement. J'ai juste à rapporter la preuve, effectivement, que je subis un préjudice et que ce préjudice est imputable à mon voisin qui me cause un trouble anormal de voisinage. Problème physique, on a vu des dommages, par exemple une exploitation agricole qui émettait des fumées, les gens ont développé des problèmes aux yeux. Vous voyez, des gens qui ne dorment plus, qui tombent en dépression à cause effectivement d'une activité à côté. C'est pas que des troubles matériels ou financiers, ça peut être des troubles physiques, des troubles psychosomatiques, des pertes de sommeil, etc. Ça peut aller effectivement très très loin. Donc effectivement, on a 4 critères à retenir. Une règle de droit est-elle transgressée? C'est pas nécessaire. Quel est mon voisinage, effectivement? Est-ce que je suis en campagne? Est-ce que je suis à la ville? Est-ce que je me suis implantée à côté d'une zone agricole? Est-ce que je me suis implantée à côté d'une zone industrielle? Est-ce que c'est un bar? On contextualiser. Et est-ce qu'effectivement, la notion, est-ce que je suis bien face à un trouble anormal? Alors, j'ai volontairement sauté par-dessus le petit 3, qui est la notion d'antériorité. Après tout, moi, je suis là depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous venez vous m'embêter alors que vous avez acheté votre maison il y a 5 ans? C'est comme ça, j'y suis, j'y reste. Donc, en clair, ça voudrait dire que le premier qui arrive sur une zone d'habitation, d'activité, poserait ses règles et que tous les voisins qui arrivent après devraient s'y plier. Pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, il existe effectivement une règle d'antériorité. Mais cette règle d'antériorité, elle ne joue que pour les activités industrielles, commerciale et artisanale. Autrement expliqué, vous allez habiter à côté d'une zone d'activité qui préexiste. Vous ne pouvez pas venir vous plaindre du bruit des camions, du bruit des machines, parce qu'ils étaient là avant vous. Par contre, la règle de l'antériorité, on est très clair, ne joue pas entre 2 maisons d'habitation. Donc c'est pour ça que c'est important, quand vous voulez faire construire, quand vous voulez habiter, de bien visualiser votre environnement. Ne venez pas vous plaindre après que « Ah bah oui, mais alors j'ai visité l'appartement à 8h le soir, j'avais pas vu qu'il y avait une carrosserie à côté. Bah forcément, il y a du bruit. » Oui, mais elle était là avant vous. Alors attention, elle était là avant vous. Oui, mais ça ne les autorise pas pour autant, excusez-moi l'expression, à pourrir leur voisinage. C'est-à-dire que pour pouvoir se prévaloir de la règle de l'antériorité, j'étais là avant vous, faut-il encore que leur activité se poursuive dans les mêmes conditions? Je m'explique. Je double la surface de ma stabulation. Ah ouais, mais c'est plus pareil. Vous aviez 50 ports, vous en avez 250. Là, la règle de l'antériorité ne joue plus. Donc la règle de l'antériorité, un artisan, un commerçant, un agriculteur va pouvoir vous l'opposer, mais à condition qu'il ait continué à exercer dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il n'ait pas aggravé les contraintes de voisinage. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, c'est pas parce qu'on est avocat que je vais vous dire tout de suite venez nous voir. D'accord? C'est peut-être d'ailleurs pas la meilleure façon de commencer par dire je vais vous assigner. Mon confrère va vous expliquer qu'il y a d'autres voies, effectivement, pour tenter de régler ce conflit de voisinage. La première chose à faire, et ça n'est pas neutre que de le dire, c'est de prendre attache auprès de son voisin. Essayer de rétablir la communication ou de l'établir, c'est évidemment un premier pas vers une résolution amiable du conflit sans avoir à recourir à un tiers. Ça n'est pas forcément très simple, bien évidemment. Le mieux est sans doute de pouvoir le rencontrer en direct, mais vous avez la possibilité de mettre un petit mot dans la boîte aux lettres. En cas de refus ou d'acceptation polie qui n'est suivie d'aucun effet, vous avez ensuite la possibilité de recourir à un tiers. Un médiateur, le conciliateur, pardon, que vous avez la possibilité de saisir via la mairie de votre domicile.
Le syndic de copropriété, lorsque vous vivez en copropriété, parce que c'est effectivement un tiers qui a pour vocation d'administrer la copropriété et qui pourra rappeler à certains copropriétaires indélicats les règles de bienséance qui président à la bonne harmonie de la vie dans la copropriété. Vous avez aussi la possibilité de saisir un médiateur pour organiser, comme son nom l'indique, une médiation. Process qui a la particularité de vous permettre, dans le cadre de cet échange, de rechercher par vous-même, avec l'autre personne concernée, des solutions qui peuvent être ensuite formalisées ou non. Et enfin, bien évidemment, si rien de tout cela ne fonctionne, vous avez la possibilité de prendre conseil auprès d'un avocat qui pourra initier des démarches amiables dans un premier temps, étant observé que la loi nous fait, en toute hypothèse, obligation de tenter de résoudre le litige à l'amiable avant que d'en saisir les tribunaux, pour tenter de parvenir à la résolution amiable du litige, qui doit être, et là non plus je ne plaide pas pour ma chapelle, mais je pense que c'est très important de le souligner, qui doit être en matière de troubles anormaux de voisinage, qui doit être privilégié. Parce que dans ce type de contentieux, l'expérience démontre que très rarement une décision de justice va satisfaire ne serait-ce que l'une ou l'autre des parties. Nous sommes dans des domaines qui, comme mon confrère vous l'a indiqué, sont très relatifs, qui dépendent de l'appréciation parfois très subjective que vous pouvez avoir de votre situation, de la situation de votre voisin, de la situation géographique dans laquelle vous vous trouvez. Et le juge aura un regard extérieur, qui est en l'occurrence celui qu'il lui est demandé d'avoir, mais qui ne rentrera pas dans les détails des relations qui ont pu s'envenimer avec le temps et qui génèrent beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes et qui sont extrêmement difficiles à résoudre par la voie strictement judiciaire. Alors, lorsque tout cela a été vain, effectivement, et que la lettre recommandée que l'avocat a adressée aux voisins se rendant coupables de troubles anormaux de voisinage, eh bien, vous avez l'ultime recours qui est celui de saisir le tribunal de la difficulté. Vous le saisissez soit directement au fond, si le trouble est caractérisé, soit vous le saisissez en référé aux fins de nommer un expert. Donc la saisine d'un tribunal précédée d'une expertise judiciaire pour obtenir à l'issue un jugement dans lequel le tribunal condamnera le voisin à mettre fin au trouble pour l'avenir et indemnisera, le cas échéant, à hauteur du préjudice qu'il estimera avoir été subi, le voisin, donc victime de ces troubles anormaux de voisinage. On peut vous réparer votre préjudice de deux manières, soit en nature, soit par équivalent, ce qu'on appelle simplement des dommages et intérêts. Donc en nature, c'est-à-dire que le juge va ordonner des mesures pour supprimer le trouble, ou en tout cas tenter de le réduire. Donc par exemple, il va pouvoir ordonner d'abattre des arbres, de réaliser des travaux d'isolation phonique, de mettre en conformité un camping, effectivement à démolir. Alors effectivement, on ne se lance pas dans l'aventure d'une action en trouble anormal de voisinage uniquement pour embêter son voisin. Hein, on vous a expliqué, il y a d'autres manières d'y arriver, on va lui parler, on va voir le conciliateur. Quand on va au bout, c'est-à-dire quand on est rendu à la phase d'une procédure judiciaire, c'est long, ça peut coûter de l'argent, et effectivement, peut-être que le résultat ne vous satisfera pas effectivement totalement. Nous allons vous remercier effectivement d'être venus nous écouter.